s'avance vers la dépouille. Maintenant qu'elle regarde mieux, elle remarque, près de la tête ravagée de Carmine, des bouteilles brisées. Le sang est mêlé de pastis, de limoncello et de génépi. Elle repère un tesson dans la main droite, des lacérations profondes sur le poignet gauche. Personne n'a pris la peine de monter jusqu'ici pour frapper à coups de bouteille le crâne d'une vieille dans un village abandonné. Personne d'autre n'a fini par lui taillader les bras pour aller plus vite. Il n'y avait pas d'autre voix dans le message du répondeur. « Personne ne m'écoute. Je voudrais... Non, tu ne peux pas dire ce qui nous coûte. » Bloqué à plus de 50 dans la même peau étroite, on finit forcément par vouloir s'étriper. Là, c'était encore autre chose. Félicité le sent. J'ai réussi à m'échapper. J'ai réussi à sortir. Elle aperçoit, dépassant du chemisier de sa mère, 2 clés au bout d'une chaîne en or et se dirige vers le bar de l'hydre. À l'intérieur, les étagères, couvertes de poussière et de publicité ancienne, ont été saccagées. Des bouteilles d'alcool brisées jonchent le sol et les banquettes. La violence de leur parfum lave un peu Félicité de celui du dehors. Derrière le comptoir, sous l'évier, elle récupère un gant de vaisselle à la texture de langue sèche et l'enfile. Puis elle prend une grande inspiration et ressort du café en apnée. Si elle la hume encore, la puanteur du cadavre lui restera pour toujours au fond de la gorge et elle ne sentira plus jamais rien d'autre, ni les fleurs du cours Saléya, ni la soca qui fume, ni le sel des galets. Alors Félicité se précipite sur la grand place et, sans regarder, avance sa main rose vers le cœur de Carmine. Les mouches, à peine dérangées, se posent sur le gant qu'elles prennent pour un bout de charogne inespéré, tout neuf, resté caché jusqu'alors. Sous l'habit, elle le sait, les vers commencent déjà à grouiller. Ce ne sont encore que des larves sans yeux ni pattes, ils restent où on les a pondus. Là, entre les insectes qui volent et ceux qui rampent, Félicité saisit les clés et tente de passer le collier au-dessus de la tête. Elle ne veut pas trop regarder et n'a qu'une seule main pour le faire. L'autre s'occupe de lui boucher les narines. Ses poumons cognent contre sa poitrine, bientôt ils vont la lâcher, et tant pis pour les fleurs, la soca, les galets. Elle se dépêche tant qu'elle peut, mais sous ses doigts épais et mous comme des saucisses crues, le bijou se dérobe. Alors que son thorax est pris de spasmes qui appellent l'air, elle arrache la chaîne d'un coup sec et se replie vers le bar. Elle attend d'avoir fait 3 pas dans le café pour respirer à nouveau. Les 2 clés au bout de la chaîne ne se ressemblent pas. La première est dorée, minuscule. Sur l'anneau, un cœur est gravé. L'autre, brune et lourde, se termine par 2 dents larges comme des incisives. Un seul bâtiment, ici, a des portes assez grandes pour s'encombrer de serrures pareilles. Plus jeune, Félicité trouvait la mairie de Begoumas beaucoup trop impressionnante pour un si petit hameau. Désormais, on devine à peine la façade citron sous les coulées noires. 2 drapeaux mités pendent sur le fronton. Pour y entrer, elle doit donner 3 coups de talon dans la porte au gond grippé. Le battant cède brutalement. L'écho du dernier coup résonne sous le dôme central pendant que des oiseaux s'enfuient dans un frottement d'ailes. De la voûte peinte là-haut, il ne reste que quelques lambeaux de nuages et le pied nu de la liberté. Au mur, les portraits d'anciens maires dorment sous la poussière éléfiante. Clé ou non, Félicité serait venue. L'expérience lui a appris à toujours recommencer ses recherches, soit par les banques, et sa mère n'aura laissé aucun indice financier, soit par les archives. Celle de Begoumas aurait dû être conservée à Nice, comme toutes celles des communes de moins de 2000 habitants. Mais bizarrement, personne aux archives départementales n'a jamais réussi à les récupérer. Les maires de Begoumas n'aimaient pas céder ce qu'ils considéraient comme leur propriété. Vous auriez voulu leur prendre un mouton malade pour l'emmener chez le vétérinaire, ils vous auraient dit pareil. Même le courrier qui devait partir, le facteur peinait à le lever. Parfois, Félicité n'a pas besoin d'aller plus loin que les archives pour ses investigations. Il lui suffit de trouver un hôpital de naissance, une attestation d'inscription au lycée, une quittance de loyer. Des lieux très officiels où se nouent les plus profonds souvenirs avec les regrets et les secrets qui les accompagnent. Vous-même, vous avez
dû prononcer vos pires horreurs dans un couloir d'appartement ou subir vos plus terribles humiliations dans une cantine de collège. Voilà ce que traque la détective spécialisée en spectres. Les portes que l'administratif ouvre vers l'intime. Dans les certificats et les actes notariés, elle sait déceler les endroits éligibles au statut de résidence éternelle. Elle contourne le bureau d'accueil en pin, posé au milieu du hall, comme la dernière statue d'un musée oublié. Aucun de ces tiroirs ne possède de serrure qui correspondent à l'une des deux clés. Derrière, le double escalier à spirale jusqu'à l'étage. Les talons de la passeuse claquent sur le marbre des marches et résonnent dans tout l'édifice. Arrivée en haut, elle n'a même pas besoin de chercher la bonne porte. Une seule est fermée. La grande clé marron s'y glisse, les rouages cliquettent. Le verrou s'ouvre. Le sol de la salle des archives est couvert de miettes de peinture et de feuilles mortes. Sur 2 murs entiers, la pièce est encombrée de 2 armoires aux tiroirs carrés, échiquiers géants adossés contre les cloisons, fatigués de jouer. Leurs étiquettes affichent d'étranges codes. ABAL, AMBE, BIBO, BRCE, CHDA. Félicité tire une poignée au hasard. Un tiroir étroit et profond se déroule. Entre ces rails se tiennent des centaines de fiches debout, au garde-à-vous, qui attendent là de servir quelqu'un. Les plus anciennes sont jaunies, leurs bords flétris, d'autres plus blanches, repliées par grappes. Elles ne paraissent classées ni par année ni par nom de famille. Personne n'en portait vraiment ici. On se contentait d'un prénom et d'un sobriquet. C'était bien suffisant pour se reconnaître. Dans la section CA, plusieurs prénoms occupent la rangée. Camille, Carla, Cassandra, Katrina, Catherine, Carmen, Carole, Caroline, Carmine. Certains ne lui évoquent rien. Ce qui lui semble étrange dans ce pays où presque aucun nom nouveau n'existe puisqu'on y récupère ceux des tantes et des grands-mères depuis l'an Pépin. En même temps, elle ne peut pas dire qu'elle connaissait vraiment les gens d'ici. Elle étale par terre les feuilles qui portent le nom de Carmine. Il y a là des comptes rendus de conseils municipaux signés par sa mère, des listes électorales toutes menées par Carmine et un acte de mariage. Le mercredi 8 février de l'année des fortes chaleurs, à 16h, Monsieur Germain, berger de son état, et Mademoiselle Carmine, sa fiancée, se sont présentés devant Monsieur le maire de Bégoumas-sous-Mont pour être unis par les liens du mariage. Sur leur assentiment et sans opposition aucune, Monsieur le maire a déclaré Monsieur Germain et Mademoiselle Carmine unis par les liens du mariage. Ce mercredi-là, Félicité le sait parce que sa mère le lui a raconté et que l'archive le confirme, la chaleur pesait comme en plein mois de mai. Les thym faisaient des bourgeons mauves dont on décorait les salades et les enfants se baignaient dans le lac où fondaient les neiges. Elle met la main dans un autre tiroir sur son propre acte de naissance, signé par Mireille, la sage-femme. Sous le nom de Félicité est inscrit un mot qu'elle ne reconnaît pas d'abord, puis elle se souvient de ce que sa jumelle a marmonné. Égonia. C'est donc de l'accoucheuse que lui vient ce nom inventé aux accents fleuris. En plongeant la main au fond du tiroir pour vérifier qu'aucun papier n'a glissé, Félicité trouve la boîte à bijoux. Elle est cachée sous les fiches Carmen, juste à côté du compartiment Carmine. On dirait une perle vomie par une huître énorme, sa nacre traversée par des arceaux d'or noircis. La serrure centrale accueille parfaitement la seconde clé. L'intérieur, tapissé de fragments de miroir, réplique 100 fois le visage de Félicité. Tous ces reflets se penchent sur le contenu du coffret, certains inquiets, d'autres curieux. Parmi les pièces d'une monnaie qui n'a plus cours, traîne une alliance gravée de 2 initiales, G et C. Félicité trouve aussi, entre les billets marqués d'un profil qu'elle ne reconnaît pas, un papier brun, plié et déplié jusqu'à se dissoudre aux jointures. L'écriture y est pleine de déliés, de M et de N qui se ressemblent, de barres de T et de tiges de G qui s'enroulent en boucle.
Dans ce lacis d'encre pâlie, mêlé d'italien et de provençal, fait